2. Paul Auguste, Marie-Adam, Les Lévriers. Donneuse de voix, Christine Cétrin. Durée, 14 minutes, genre, essai, livre audio gratuit, publié le 30 juillet 2016, sur littérature-audio.com. Attribution de Creative Commons. 3.0, France. Paul-Auguste Marie-Adam, né le 6 décembre 1862, à Paris, où il est mort le 2 janvier 1920. Est un écrivain français et critique d'art. Issu d'une famille d'industriels et de militaires originaires de l'Artois, fils d'un directeur des postes sous le Second Empire, Paul Adam fait ses études secondaires au lycée Henri IV à Paris, avant de se lancer dans la carrière littéraire en 1884. Il collabore à la Revue indépendante, avant de publier en Belgique son premier roman, du titre de Chermol en 1885, et qui est accusé d'immoralité, et provoque un scandale, qui vaut au jeune auteur une condamnation à 15 jours de prison avec sursis, et une lourde amende. Délaissant le naturalisme, Paul Adam se tourne vers le symbolisme. Il contribue à diverses revues liées à ce mouvement, anime le Symboliste et la Vogue, et fonde avec Paul Ajalbert le Carcan. En 1886, il collabore avec Jean Moréas dans Le Thé chez Miranda, et Les Demoiselles Goubert, et publie un roman intimiste. Sa notoriété est établie avec le roman Être en 1888. En 1892, il prononça son célèbre éloge de Ravachol. De tous les actes de Ravachol, il en est un plus symbolique peut-être de lui-même. En ouvrant la sépulture de cette vieille et en allant chercher à tâtons sur les mains gluantes du cadavre le bijou capable d'épargner la faim, pour des mois, à une famille de misérables, il démontra la honte d'une société qui part somptueusement ses charognes, alors que, pour une aînée seule, 91 000 individus meurent d'inanition entre les frontières du riche pays de France, sans que nul y pense, hormis lui et nous. Compagnon favori des rois, et modèle de prédilection des artistes, le lévrier est, encore aujourd'hui, victime de cruels traitements dans de nombreux pays. Les courses de greyhound constituent une industrie puissante, dans le monde anglo-saxon, Royaume-Uni, États-Unis, et Australie. De même que la chasse aux lièvres, avec les galgos en Espagne. À la fin de la course, lorsque les performances ne sont plus au rendez-vous, lorsque l'animal est blessé ou trop vieux, c'est l'abandon, pour ne pas dire la mise au rebut, sans pitié. En hommage à ces innocentes victimes de la cupidité des hommes, et aux associations qui luttent, aux quatre coins du monde, pour éradiquer ces traditions, et pour offrir une nouvelle chance aux rescapés, écoutons cette déclaration d'amour de Paul Adam, publiée en 1907 dans le recueil « La morale des sports ». Oui, mieux que nos peupliers, nos iris, nos lys, nos oiseaux de paradis, nos faisans dorés, nos paons, nos chevaux et nos adolescentes vigoureuses, le lévrier détient le suprême de la beauté vivante. Haut sur de fines pattes, l'estomac en carène, l'échine onduleuse, la queue longue et ressercelée, il tend, au bout d'un cou robuste, une tête pointue comme la flèche. C'est l'hiéroglyphe de la course. Vainement les sculpteurs tentèrent de l'ennoblir, en immobilisant sur le marbre des tombeaux ses postures sans pareilles. Aucune de ces effigies n'a pu le faire même aussi splendide qu'il est au naturel, soit qu'il s'allonge sur le sol avec une souplesse de reptile guetteur, soit qu'il se cambre pour bâiller avec une grâce indolente et facile. Outre ses qualités plastiques, le lévrier possède la gloire d'un symbole. Sous nos cieux, il est l'animal le plus rapide, il prend le lièvre à la course. En ce temps où le génie de l'homme engendre des vitesses jusqu'alors inconnues et libre de toute attache au sol, ne semble-t-il pas que ce grand chien construit pour l'élan devait être le signe de la vélocité dont nous devenons chaque jour plus ardemment les dévots? Il y a quelques années, vers Levallois, une enceinte fut acquise
pour organiser des courses de lévriers. Ils y parurent, et l'on put vénérer quelques formes de créatures impeccables. Mais le souci du sport força les amateurs à choisir exclusivement les bêtes les plus alertes, en s'occupant moins des superbes. Or, le petit nombre de ces animaux en France nuisit à la vogue de l'entreprise. Après un certain nombre de réunions brillantes, la société se dispersa. Nous ne regretterons jamais trop qu'elle ne soit pas depuis ressuscitée, car la plupart de nos chiens affichent de terribles hideurs. Nos dames en adorent qui sont minuscules et souffreteux, dont les sclérotiques noyés tremblent. Réprouvons encore ces Chinois dépourvus de poils et qui ont le cuir de couleur ardoise, avec des queues de rat en trompette, des oreilles de chauve-souris. Il en est de Japonais, avec des mufles écrasés, des yeux d'automobile et des masques de cauchemar. Il en est de floconneuses et d'inviables que surchargent des nœuds de soie pourpre ou azur. Quelques-uns ressemblent à de petites tumeurs velues. D'autres, hirsutes et poméraniens, attaquent tous les mollets furieusement, sans connaître quel comique ignoble leur rage ajoute à la honte d'être des boules informes, portées sur des pattes fragiles. Pardonnons aux phoques leur croupe trop grasse, leur queue coupée, leur air commun, mais pardonnons seulement à cause de leur intelligence, à celle aussi des bulldogs. Qui donc saura convaincre les femmes d'exclure ces abominables bestioles hargneuses, tout sautantes et tératologiques? Au contraire, le caniche, le danois, le mastif, les bergers français et écossais, les dogues d'Ulm, les Terre-Neuve et les Saint-Bernard offrent à notre goût des harmonies parfaites de force, de mouvements souples et puissants. Les Parisiennes déclarent préférer leurs avortons canins à ces superbes bêtes, à cause de l'obligation d'habiter en appartement. Mais les petits chiens sont insupportables au logis. Au moindre coup de sonnette, ils aboient, ils se précipitent sur le visiteur. Presque toujours, ils sont malpropres, s'oublient le long des rideaux qu'ils gâtent, sur les tapis qu'ils tâchent. Ils éraillent la soie des fauteuils où ils se nichent. Ils entraînent sous les meubles des os, des viandes qui empestent la chambre. Les grands chiens s'éduquent plus aisément. J'ai toujours eu des lévriers dans mes appartements de Paris. Ils n'aboient point au coup de sonnette. Quand le visiteur entre, au lieu d'empêcher les salutations par des cris furieux, ils se lèvent lentement, s'étirent un peu, viennent saluer du flair, discrètement, tendent leur échine à caresser, et puis vont se recoucher en une posture noble, sculpturale, satisfaite, précieuse pour nos regards. Le lévrier, par nature, est un chien d'appartement. Calme et solennel, il marche sans bruit, étouffe ses pas et demeure facilement des heures entières à la même place. Il respecte le travail de l'écrivain. Tant que la plume gratte le papier, tant que les feuilles du livre tournent et s'abattent, il ne se permet aucun bruit, aucun geste. Si l'on bouge seulement, il se met debout et vous interroge de l'œil, puis aime jouer en vous en serrant de ses bonds magnifiques. Adroit, il ne bouscule jamais une chaise, un guéridon. Son corps sinueux et nerveux contourne tous les meubles sans les effleurer. Jamais il ne casse. De plus, il décore à merveille les salles. Quand il s'avance, c'est une autre naissance de Vénus. On lui fit une réputation de bêtise, erreur. Comme le chat, le lévrier n'aime pas être trop asservi. Vainement on essaierait de lui apprendre les exercices où le caniche excelle. Pourtant il aime sauter. Si on l'entraîne durant son jeune âge, il réussit des bonds prodigieux, savamment calculés.
il n'est point si sot qu'il ne parvienne à dompter les autres bêtes de sa compagnie. Au milieu d'une meute, le lévrier est le seigneur. Ses collègues lui cèdent la meilleure place d'hiver au coin du feu, la meilleure place d'été à l'ombre fraîche. Dans le chenil, il occupe sans contexte le coin excellent et attire à lui toute la paille neuve. Cela n'est point d'un imbécile. J'en connais un qui, de la gueule, tourne le loquet des portes quand on l'enferme au jardin et qu'il s'y ennuie. En 2 jours, il comprit le mécanisme mieux qu'un enfant. A-t-il traversé une fois quelques lieues, il n'ignore plus le chemin et, précédant son maître, le guide avec certitude. À vrai dire, c'est un personnage délicat et mélancolique. Il aime méditer en trottinant. Vos appels ne le touchent guère s'il les devine inutiles et simplement affaire de jeu. Il refuse d'accourir et de vous lécher les doigts à toute minute. Mais s'aperçoit-il que vous changez de route, il s'inquiète, les oreilles dressées, et vous rejoint vite. Souvent il musarde, flaire de ci, de là. S'attarder à l'analyse des odeurs que recèle l'interstice de 2 pavés lui semble très nécessaire. Il y a du chimiste méticuleux dans son âme d'élite. Il désire apprendre, s'instruire et puis réfléchir la tête basse. La chaleur lui déplaît, l'accable. Les bruits vulgaires lui donnent la migraine. Il adore reposer dans les fourrures où ses formes sans égales se prélassent. Suivre la voiture l'enchante. Il chérit les chevaux. Rarement des incongruités lui échappent. De lui-même, il perçoit la gravité de sa faute et s'excuse en baissant la tête, en détournant ses yeux contrits. Il a toutes les délicatesses. Il comprend les nuances de nos sentiments. Suis-je triste? Il le devine. Il vient à moi, sourit en balançant sa longue queue ressercelée, met sa tête sur mes genoux, puis une patte, l'autre, et, dressé, soupire dans mes cheveux. Ce lévrier possède une intelligence toute pareille à celle des chiens de chasse, s'il n'atteint guère à l'ingéniosité du caniche, à la malice du fox. C'est un penseur. Il concentre ses observations et les étudie en soi. Et la merveilleuse bête de course. En plaine, derrière le lièvre de chasse, elle se darde comme un javelot. Elle se tend comme un poison qui fend la vague. On ne la voit point se contracter, se ramasser, tant cette phase du bond est prompte. Généralement, il faut 2 lévriers pour gagner le lièvre. Leur couple semble fait d'un même animal double, à 2 museaux cruels. Leur long corps courbé trace sur la prairie les signes d'une calligraphie somptueuse. Qu'il serait souhaitable de voir se reformer une compagnie sportive décidée à l'organisation des courses. Une exposition permanente de ces magnifiques créatures pourrait être jointe au paddock de la piste. Et, les jours de réunion, l'on admirerait les lévriers de Pologne, aux poils blancs et ras, qui semblent de marbre statuaire. Les lévriers grusses très grands, très fins, très plats, sanglés dans leur pelage gris et roux, comme de jolies filles dans leur fourrure. Les greyhounds, de couleur Isabelle, blancs sous le ventre, et qui s'apparentent aux biches par la robe. Les sougis africains, moins beaux, moins grands, mais coureurs uniques. Les lévriers noirs, qui ont des flancs lustrés, les lévriers persans, farouches et dédaigneux. À voir de belles bêtes, on acquiert une plus grande envie d'élégance. Le lévrier est un exemple de distinction. Il serait bon qu'en ce moment, où beaucoup de personnes se piquent d'être arrogantes et inciviles, la mode d'avoir des lévriers améliorât quelque peu la grossièreté fâcheuse des gens,
mieux doué par la fortune et l'instruction première. Il serait bon que la compagnie du lévrier dénonçât chez le maître le souci de la politesse et de la tenue. Mais ne semble-t-il pas indiquer, surtout, que son image doive servir de symbole héraldique, comme jadis sur les armoiries des nobles, aux amateurs des sports, aux cyclistes et automobilistes qui tentent de vaincre la rapidité du temps par la multiplicité de la vitesse? 2 lévriers doivent soutenir les écussons des sociétés sportives, parer le papier à lettres, décorer de leurs statues et de leur présence vivante les lieux où l'on fabrique et l'on vend les machines véloces. Vous avez un manuscrit à faire découvrir. Un livre, une nouvelle, ou autre. Vous en êtes l'auteur. Notre adresse pour la réception, raconte-moi.unehistoire@laposte.net. Vous serez contacté quand votre manuscrit sera publié gratuitement sur ce site. Ne pas oublier votre adresse et d'attester que vous êtes l'inventeur de votre manuscrit. Merci.